toutes, bonjour à tous. Donc nous continuons notre voyage, notre conversation, notre monologue, enfin le mien. Donc nous avons dans un premier temps approché la notion, voire le concept d'éducation permanente, la dimension culturelle du mouvement social, puis nous l'avons mis en perspective historique depuis sa naissance aux alentours de la Révolution jusqu'à aujourd'hui, à travers, c'était un troisième moment, le processus d'institutionnalisation dans les politiques publiques, la reconnaissance par l'État du fait et de la nécessité de l'éducation permanente populaire. Avec son dernier avatar, la réforme du décret de 2003 dans des termes nouveaux, avec un nouveau référentiel de l'article 1er en 2018. Bien, mais alors, dans quel monde on vit? Il est nécessaire à ce moment de se distraire de cette poursuite unique de l'éducation permanente populaire. Entre-temps, le monde a changé. Et donc, le paysage de la conversation s'est profondément modifié, mais il s'est modifié comment? Alors, je vais ici me recourir à l'aide puissante d'Alain Touraine, notamment d'une conférence qu'il a tenue en Belgique à RTA à Namur en 2005, mais qui a aussi fait l'objet d'un livre à la même époque paru chez Fayard, Un nouveau paradigme. Le mot paradigme veut signifier, comme ça, en très bref et en langage ordinaire, le conflit central qu'une société se reconnaît comme étant le moteur de son histoire, le centre essentiel de ses débats, le nœud de ses débats. Donc le paradigme, il désigne la manière dont une société identifie son cœur de cité autour d'un conflit. Et Alain Touraine nous dit, grosso modo, nous sommes les héritiers dans les démocraties libérales, donc dans le développement de nos sociétés sur le plan politique et socio-économique et culturel, qui prend naissance autour des révolutions libérales de la fin du XVIIIe. Et donc, dit-il, le premier paradigme des sociétés modernes, il est de type politique. Il s'agit effectivement de sortir de l'ancien régime et de donner naissance à un nouveau régime qu'on appelle l'état de droit. Alors, c'est un travail long. Il ne fut pas achevé au fin du XVIIIe, ni même début du XIXe, et il n'est toujours pas achevé. Nous voyons bien que les droits économiques, sociaux et culturels, les droits civils et politiques, les droits environnementaux, les droits du vivant, que ces droits sont inachevés, fragiles, et quand bien même, quand leurs principes sont magnifiquement déployés, leur effectivité, leur réalité est encore parfois extrêmement éloignée des principes énoncés par le droit. Mais donc, dans ce premier temps, qui commence donc fin du XVIIIe et qui se déploie au début du XIXe, le conflit central est de nature politique, les acteurs centraux sont politiques, ce sont des partis ou des conglomérats politiques. Fondamentalement, s'opposent deux grandes forces, les forces conservatrices tenantes de l'Ancien Régime et alliées aux églises, ou à l'Église quand on est dans ces circonstances-là, et d'une part, et d'autre part, ce qu'on appelle essentiellement les libéraux, c'est-à-dire ceux qui défendent les libertés nouvelles d'un régime dans lequel les citoyens doivent être protégés et sont reconnus égaux en principe, en dignité et en droit. Enfin, cette définition-là arrivera presque 150 ans plus tard, en 1948, dans la Déclaration universelle des droits humains, mais ils trouvent bien leur origine à ce moment-là. Et voilà que non seulement la démocratie politique se déploie cas un cas, avec des points d'arrêt et des points de retour. On ne va pas dire que l'Empire en France
est la meilleure traduction de la révolution moderne. Et les contre-révolutions, le retour de la monarchie, pas davantage. On ne va évidemment pas dire non plus que le régime de Vichy en 1940 et jusqu'en 1945, ou en 1944 plus exactement, on ne va pas dire que le régime de Vichy est un régime qui fait honneur à la démocratie. Donc, tout ça se déroulera qu'à un cas, mais un phénomène va progressivement occuper le centre de la scène, et ce phénomène, c'est la révolution industrielle et le déploiement du capitalisme industriel dans nos villes et nos campagnes. Et donc, le phénomène dominant à la moitié du 19e, en 1848 pour être précis, pour prendre un moment symbolique, qui est la deuxième révolution, une révolution sociale, qui pose la question sociale. Un député de gauche à l'Assemblée nationale en France, il s'appelle Lamartine, et c'est bien le poète, s'exclame « Diable, à quoi ça sert d'avoir le droit de vote si on n'a pas de pain ?» La question est bien posée, et donc sur le plan théorique, nous permet de passer, de transiter du paradigme politique au paradigme socio-économique. Le phénomène majeur du 19e siècle et du 20e, au moins dans sa première moitié, c'est l'extension de l'industrialisation, et puis l'extension du salariat, et puis l'extension du mouvement ouvrier, et donc le développement du conflit social, du conflit socio-économique sur la répartition de la richesse. Bien sûr, ça va s'exprimer dans le champ politique, avec la naissance du Parti socialiste, du Parti communiste, du Parti ouvrier en Belgique, du Parti ouvrier belge, qui abritera pendant un certain temps une aile radicale et une aile moins radicale. L'aile radicale sera progressivement reléguée à l'extérieur de ce parti, mais il restera une aile prête au compromis pour parler très court. Et donc, le champ socio-économique deviendra le cœur de conflit. La répartition de la richesse deviendra le cœur de conflit. Les droits sociaux, et puis très timidement, les droits économiques, deviendront les conquêtes. Donc après les droits civils et politiques du premier paradigme, ce qui est construit et conquis dans le deuxième paradigme, ce sont des droits sociaux, des droits socio-économiques, des droits qui font de l'entreprise non plus un lieu de non-droit, mais un lieu dans lequel il y a du droit, sans pour autant, bien sûr, que la démocratie économique ait lieu. Donc, Jacques Donzelot dit très joliment dans L'invention du social, c'est bien parce qu'on n'est pas capable de faire naître la démocratie économique qu'on invente une nouvelle catégorie de l'action, une nouvelle catégorie du monde, une nouvelle manière de voir le monde et qui s'appelle le social. Le social est quelque part le lot de consolation d'une impossible démocratie économique. Enfin, ça c'est joli, dans un ouvrage qui s'appelle L'invention du social. Et donc ce deuxième paradigme se déploie de nouveau avec perte et fracas, avec des conflits, avec des morts, avec des négociations, et avec progressivement l'implication du troisième acteur qui est l'État, ou en tout cas la scène de l'État dans lequel se déploie progressivement cette négociation et ces compromis, et donc l'édification sur le plan socio-économique de ce qu'on appellera le compromis fordiste keynésien, en français l'articulation vertueuse entre une production de masse et une consommation de masse. La production de masse, c'est le point de vue patronal, la consommation de masse, c'est le point de vue de la montée en puissance de la condition ouvrière, c'est la conquête d'un minimum de confort dans la vie sociale, d'un minimum de sécurité sociale, d'un minimum de mise à l'abri de la nécessité que la conquête des droits, et en particulier après la Deuxième Guerre mondiale, la conquête de la sécurité sociale, sa lente édification, qui avait déjà commencé fin du 19e et cristallisé déjà en 1919. Mais donc, c'est bien dans 1945, tant en France qu'en Belgique que dans d'autres pays avoisinants, que se consolide ce compromis, et nous voilà partis pour une trentaine d'années, qu'on appellera imprudemment les 30 Glorieuses,
Je dis imprudemment parce qu'évidemment, dans le temps présent, on est rarement conscient des contradictions fondamentales que l'on vit. Et donc, on voit mal à l'époque, ou en tout cas, tout le monde ne voit pas à quel point cette conquête est en partie illusoire, en tout cas, et en partie très pleine de ce qu'on appelle en économie des externalités négatives, en français, de problèmes pour les autres, à savoir les rapports nord-sud. Donc, une bonne partie de notre richesse est construite sur une inégalité structurelle qui se prolonge après la décolonisation en néocolonisation, un rapport de force inégaux nord-sud. C'est évidemment ça un des dégâts du progrès. Un deuxième dégât du progrès, c'est évidemment la découverte de la destruction de l'environnement, de la destruction du monde vivant, de la biodiversité, et puis la conscience très progressive de ce qu'on appelle l'anthropocène, à savoir que nous marquons, nous, par l'empreinte de nos activités, nous marquons presque l'histoire géologique, l'histoire de notre planète. C'est pour ça qu'on appelle ça l'anthropocène. C'est donc l'activité humaine qui devient déterminant, un facteur déterminant de l'évolution de l'écosystème planète Terre. Le rapport du Club de Rome en 1970 fait part publiquement à l'échelle mondiale de cette amorce de conscience des limites de la croissance. Et donc, ces externalités négatives, ces dégâts du progrès, j'ai cité les rapports nord-sud, j'ai cité l'environnement, les écosystèmes, etc. Et il faut aussi citer alors, et c'est ça qui va faire basculer le monde, en 68, sur les barricades, on entend une petite phrase, on voit un petit slogan, qui est un peu l'équivalent de Lamartine en 1848, mais on a 120 ans plus tard, et c'est « À quoi ça sert de perdre notre vie à la gagner ?» Waouh! C'est tout à fait différent. Donc ça, c'est un déplacement majeur de la question. La question en 1789 était il faut en finir avec la monarchie et prendre le pouvoir au peuple. La question, c'est le pouvoir. Et puis, dans le deuxième paradigme, la question, c'est la richesse, le partage de la richesse, la répartition de la richesse. Et dans le troisième conflit, qui naît là, en 1968, enfin, il naît, évidemment, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus complexe. C'est un symbole, évidemment, c'est un repère. Et ce repère, c'est pourquoi diable perdre notre vie à la gagner. Et donc là, ce n'est plus donc le pouvoir, ce n'est plus la richesse, c'est le sens. C'est-à-dire, est-ce que par hasard, on ne perdrait pas notre vie à travailler comme ça? Le métro, boulot, dodo, vous voyez, c'est une critique qui n'est plus une critique politique, qui n'est plus une critique sociale, qui est une critique culturelle. Le sens ou le non-sens, ça relève de la culture. Alors là, évidemment, il y a un petit postulat de nature épistémologique, c'est-à-dire qui a trait à l'organisation du regard scientifique sur les choses. Oui, je définis ici, enfin, je suis le porte-parole de ceux qui ont défini alors la culture comme non pas un secteur des beaux-arts allié au prince, non, la culture est une dimension du réel. Une dimension du réel, c'est-à-dire vous regardez une réalité globale, vous pouvez la voir sous l'angle économique, qu'est-ce qui est produit, vous pouvez la voir sous l'angle social, comment ça se répartit, et vous pouvez la voir sous l'angle culturel, quelles significations circulent et quelles significations sont attribuées à cette vie sociale, à cette vie économique, à cette vie commune. Et donc la culture, c'est l'ensemble de ce qui permet à un ensemble de personnes, à un moment donné, d'élaborer une vision du monde et de donner un sens à son existence. C'est ça la culture. C'est une définition anthropologique de la culture. Vous pouvez vous référer à l'UNESCO dans sa définition de Mexico, qui dit ça. Vous pouvez vous référer à la déclaration de Fribourg sur les droits culturels, qui propose dans son article 2 une très très belle définition de la culture. Et vous pouvez encore vous référer à l'Observation générale 21,
mais tout ça est dans les éléments de bibliographie qui seront joints à nos petits entretiens. Donc l'observation générale 21 dans le système des Nations Unies du côté des droits humains. Donc nous arrivons donc à une troisième époque où le conflit central deviendrait progressivement, dans la conscience des acteurs, de nature culturelle. Il faut du temps, évidemment. Les paradigmes ne sont pas des tranches, comme des tranches de pain, et l'histoire ne se découpe pas en tranches. L'histoire n'est pas, contrairement à la manière dont j'ai raconté les choses, n'est pas une succession d'époques, mais une sédimentation des époques. C'est-à-dire que le temps d'aujourd'hui est fait du temps de jadis, c'est-à-dire qu'il y a encore le paradigme politique, évidemment. Il y a encore des élections, et heureusement, il y a encore des partis, heureusement, mais on sent bien que ce n'est pas là que ça se joue vraiment. Il y a donc d'ailleurs une forme de fatigue, de désespoir ou de dépression dans les croyances politiques. Il y a encore le paradigme social, il y a encore un conflit sur la richesse, il est même plus immense que jamais, puisque à l'échelle mondiale, les inégalités ont cru dans des proportions absolument invraisemblables. Mais il est probable que le cœur de ces conflits politiques et socio-économiques soit aujourd'hui de nature culturelle, à savoir que c'est le sens de ces compromis qui est probablement en cause. C'est ça l'hypothèse. L'hypothèse, pour comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut probablement interroger de manière culturelle les conflits socio-économiques et les conflits politiques. Bref, faire naître des conflits culturels, c'est-à-dire des conflits sur le sens de la vie en commun. Est-ce que nous avons vraiment envie de vivre comme ça? Est-ce que nous voulons continuer à travailler comme ça? Est-ce que nous voulons continuer à consommer comme ça? Est-ce que nous voulons vivre dans ce rythme-là et dans ces espaces-là, dans cette pollution-là et dans cette mobilité contrainte-là? Est-ce que c'est ça que nous voulons vivre? Est-ce que nous voulons aussi que la culture soit une marchandise, est un débat à la fois politique, socio-économique et culturel? Vous vous souvenez peut-être du célèbre aveu du patron de TF1, télévision privée française, Patrick Lelay, qui a une dizaine d'années, pour définir son métier publiquement à la télévision, a dit « Moi, c'est bien simple, je vends du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. » C'est ça son métier. Donc, vous vous rendez compte, quand vous regardez TF1 ou AB3 ou la RTBF, parce que sous les apparences d'une chaîne publique, c'est même une chaîne qui fait largement place à la publicité et aux logiques marchandes, forcément, eh bien, vous regardez, vous êtes embarqué dans un monde médiatique où le principe énoncé par ce patron ultra-lucide, extra-lucide, c'est de donner du temps de cerveau disponible à des publicitaires qui en feront une source d'enrichissement pour les vendeurs de n'importe quoi. Si je dis que Coca-Cola, c'est n'importe quoi. Voilà, donc nous avons dans cette étape, dans cette petite bulle de pensée et de conversation, parcouru l'ouvrage d'Alain Touraine, nous parcouru une pensée organisée autour de la notion de paradigme, et nous découvrons aujourd'hui qu'alors le paradigme serait de nature culturelle. Et donc, j'espère que vous vous rendez compte, en tout cas, je me rends compte, je vais essayer de me faire comprendre que quand on dit le paradigme est culturel, ça n'efface donc pas les autres conflits, les autres dimensions, les autres paradigmes, ça leur donne peut-être une clé d'interprétation nouvelle, et ça déplace probablement, progressivement, le centre de gravité vers la dimension culturelle de ces conflits. Est-ce que ça fait sens pour nous ou pas? Par exemple, vivre sur une planète brûlante, dépourvue de vivants, est-ce que ça a du sens pour nous? Probablement peu ou pas. En tout cas, si on voit à moyen terme, c'est inquiétant. Et donc, le conflit écologique, le conflit que structure l'écologie politique, est un conflit qui porte lui aussi sur le sens de la vie. Voilà pour la petite bulle sur
comment comprendre le monde d'aujourd'hui à travers la notion de paradigme. Et nous poursuivrons bientôt dans la bulle suivante pour voir qu'est-ce que ça donne aujourd'hui si on visite une série de problèmes que nous rencontrons, si on visite l'ordre du jour socio-économique et politique. À tout de suite. Merci.